Nous allons à présent faire une table ronde sur la lutte contre le travail illégal. Sujet important qui nous préoccupe à plusieurs titres. Je vous rappelle que le débat sur les fraudes est un sujet qui revient sans cesse dans nos discussions et pas simplement uniquement au moment du PLF et du PLFSS. Voilà, je précise que cette audition fait aussi l'objet d'une captation vidéo et elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Alors, je remercie de leur présence. D'abord, Madame Anouk. Ah, c'est que j'ai Anouk sur ma feuille, j'ai Annick sur le pupitre. C'est bien Anouk. Anouk. Alors, Madame Anouk Lavore, directrice générale adjointe du travail. Nous avons ensuite Monsieur Emmanuel Delacherie, directeur du recouvrement et du contrôle de l'URSSAF, Caisse nationale, ainsi que le général José-Manuel Montul, chef de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Mesdames, Messieurs, je vous laisse maintenant débuter cette table ronde. L'idée étant que vous puissiez avoir un propos liminaire, notamment sur les grands enjeux et les actions que vous menez. Et ensuite, rapidement, nous donnerons la parole à nos commissaires pour pouvoir échanger dans la construction de notre débat. Très bien. Voilà. Madame, je vous propose de débuter. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, les sénatrices, je vous remercie de votre attention pour cette question importante. Les pouvoirs publics, vous le savez, ont constamment affirmé leur volonté de lutter contre toutes les formes de fraude et pratiques abusives portant atteinte à l'ordre public, social et économique. Et le travail illégal sous ses différentes formes est ainsi une priorité interministérielle, comme en atteste notamment le plan national de lutte contre le travail illégal et les précédents plans. Et puis, ce dernier s'articule notamment avec le plan national d'action de l'inspection du travail, qui en fait également une priorité, et j'y reviendrai. Le travail illégal, effectivement, est un enjeu de mobilisation fort en raison du préjudice qu'il porte aux salariés dont les droits ne sont pas respectés, aux entreprises qui respectent la loi et qui sont victimes de concurrence déloyale, et à la collectivité, bien sûr, qui est privée des cotisations sociales et des impôts qui lui sont dus. Le corpus juridique en matière de travail illégal est important. 6 infractions sont constitutives du travail illégal dans le Code du travail, et ils sont passibles de lourdes sanctions à la fois pénales, emprisonnement, amende, mais aussi de sanctions administratives et de sanctions civiles. Le travail illégal sous toutes ses formes est un phénomène d'ampleur. L'estimation publiée par l'Observatoire du travail dissimulé, mise en place par le Haut Conseil de financement de la protection sociale, relève pour 2023 un taux de fraude tous secteurs confondus assez stable depuis 10 ans et estimé entre 1,7 et 2,1% de l'assiette cotisable. Avec des taux de travail dissimulé les plus élevés, mais certainement que l'URSSAF pourra y revenir dans les secteurs de la construction et de l'hôtellerie-restauration, et puis une répartition aussi régionale qui montre un plus fort taux de fraude constaté en Île-de-France et dans les régions sud. En 2023, une évaluation a également été réalisée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour la première fois, qui estime le phénomène de fraude à environ 2,9% dans le secteur agricole. Cette situation est complétée par l'identification de la situation particulière du secteur des plateformes collaboratives, avec l'indication d'un taux de cotisation éludé autour de 42%. Dans son rapport 2023, la MICAF évalue à plus de 6 milliards le montant des fraudes détectées en matière fiscale, douanière et sociale, dont 1,20 milliard sur les cotisations sociales. Et l'action d'Ecodaf par elle-même, dans les différents départements, a conduit à un redressement total à hauteur de 185 millions d'euros environ. Pour autant, l'Observatoire du travail dissimulé estime quant à lui que le manque à gagner, si on y incluait les cotisations UNEDIC et AGIRC, serait d'environ 9 milliards. Alors, si je reviens rapidement sur le plan national d'action de l'inspection du travail, son action est coordonnée dans le cadre d'un plan
national pluriannuel qui rappelle que les missions premières de l'inspection du travail sont de veiller au respect des droits fondamentaux des travailleurs et notamment les plus vulnérables. Dans le cadre de leur contrôle, les inspecteurs sont donc invités en particulier à lutter contre les différentes fraudes, à réduire les inégalités qui peuvent concerner les salariés et protéger les travailleurs les plus vulnérables. De sorte que la lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de dissimulation d'heures de travail ou d'activités, de prix illicites de main-d'œuvre, de marchandage, de faux statuts qui excluent les travailleurs des dispositions protectrices du Code du travail, sont une priorité d'action qui va se décliner en fonction des réalités locales selon des ciblages spécifiques et des secteurs particuliers, notamment au sein des CODAF. Le contrôle du respect légal du détachement s'inscrit également dans cet objectif, avec à la fois la lutte contre les fraudes, c'est-à-dire les situations de faux détachement telles qu'elles peuvent être caractérisées, et également l'atteinte à la protection des travailleurs les plus vulnérables, dont les salariés détachés font partie. En quelques données sur l'action du système d'inspection du travail, en 2024, on a de l'ordre de 2500 suites à intervention de l'inspection du travail qui ont porté sur cette thématique de la lutte contre le travail illégal. Ça représente de l'ordre de 6% de l'ensemble des suites établies par l'inspection du travail, qui peut intervenir sur l'ensemble du champ de la réglementation du travail en matière individuelle, collective et santé-sécurité. Ces interventions ont donné lieu à l'établissement d'un peu moins de 1000 procès-verbaux, sur un total général de 4 900 procès-verbaux en 2024 élaborés par l'inspection du travail et 386 sanctions administratives dans le champ du travail détaché. Ces sanctions administratives ont permis de recouvrer 2,2 millions d'euros. C'est un chiffre encore provisoire. Ces sanctions administratives relatives au détachement représentent 17% du total de nos sanctions administratives. Et nous avons également eu à mobiliser la possibilité de suspendre des situations de détachement face à des manquements graves et persistants constatés par l'inspection du travail. Si je reviens sur les suites observées, plus de 60% de leur total concerne la dissimulation d'activité, qui reste l'infraction la plus couramment constatée. Près de 40% de l'ensemble des interventions portaient quant à elles sur le détachement des salariés, à la fois les atteintes aux droits fondamentaux et aux obligations formelles en matière de détachement, mais aussi des situations de fraude à l'établissement. Et un peu plus de 800 interventions concernaient des situations de prêt illicite de main-d'œuvre et de marchandage, une même procédure pouvant par ailleurs constater plusieurs de ces éléments-là. Sur les procédures pénales établies par nos services, 95% de l'ensemble porte là encore sur la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi de salariés ou d'heures de travail. Et 94 procédures concernaient un prêt de main-d'œuvre illicite ou une situation de marchandage. À titre d'illustration, on pourra rappeler, et si vous le souhaitez, je pourrai y revenir lors des échanges, sur la mobilisation lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une forte mobilisation de nos services très en amont, avec des actions de sensibilisation, d'accompagnement, de communication, visant à prévenir en particulier les situations de travail illégal, la diffusion de guides et la mise en place d'un réseau de correspondants parmi nos services en charge de se mobiliser à la fois pendant la phase préalable de construction des ouvrages et puis avec l'ensemble de nos partenaires et en particulier l'URSSAF et les services de gendarmerie de police sur toutes les phases de passage de la flamme, les activités périphériques aux jeux eux-mêmes et puis les opérations et les activités directement pendant les épreuves.
Au total, sur le champ du travail illégal, on a une trentaine de procédures pénales qui ont été élaborées pendant les contrôles réalisés sur les chantiers sur les ouvrages olympiques, et une trentaine de procédures pénales qui ont été élaborées en matière de travail illégal pendant la période, pendant l'année 2024, donc pendant toute la phase de préparation et de mise en œuvre des Jeux. Pour ce qui concerne l'organisation de nos services, l'ensemble des agents de contrôle, c'est-à-dire aujourd'hui 1726 sections, 1700 agents de contrôle, sont compétents pour réaliser des contrôles en matière de travail illégal, mais nous avons également 18 unités régionales de contrôle qui sont spécialisées dans la lutte contre le travail illégal et les fraudes en matière de prestations de services internationaux. Elles vont intervenir en appui aux services départementaux de contrôle et intervenir sur les situations les plus complexes, en particulier dans le cadre des actions coordonnées lors des CODAF. Donc, au sein de ces unités de contrôle, nous avons aujourd'hui 123 agents qui sont mobilisés et donc dédiés à ces enquêtes travail illégal, avec des moyens spécifiques comme l'accès à un certain nombre de fichiers. Nous pourrons y revenir si besoin. Et on débute également une formation permettant la réalisation d'enquêtes sous pseudonyme, également pour nos services. Peut-être préciser que dans le cadre de ce plan pluriannuel national, ces unités régionales de contrôle travail illégal conduiront en 2025 une campagne nationale dédiée donc à une thématique qui est encore en cours de choix, mais relative au travail illégal. Et puis nos services peuvent également en local décider de campagnes locales sur les thématiques prioritaires du plan national d'action, et plusieurs d'entre elles se sont engagées sur des situations en lien avec le travail illégal. Au niveau national, la Direction générale du travail comprend un groupe national d'action, de veille, d'appui et de contrôle qui a une compétence nationale et qui va venir en appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle ou une coordination des contrôles. Il travaille avec les services déconcentrés, mais aussi avec ses partenaires au niveau national, notamment dans le cadre du groupe opérationnel national antifraude, et également dans le cadre de la coopération européenne, qui est un axe important de mobilisation de nos services. Et ce groupe national coanime avec la MICAF pour le compte de la DGT le groupe opérationnel national antifraude dédié à la lutte contre le travail illégal, qui rassemble les différents partenaires compétents sur cette question. On a développé un certain nombre de systèmes informatiques qui visent à mieux lutter contre le travail illégal. Je pourrais vous préciser, si nécessaire, ce qu'il en est du système mis en place pour traiter les déclarations de détachement pour les entreprises européennes ou établies hors de France, ou établies hors d'Europe, qui viennent prester en France. C'est l'outil CIPSI qui permet de faciliter effectivement le ciblage de nos interventions. Nous avons également développé un outil Visu-DSN basé sur les données des déclarations sociales nominatives, dont le premier cas d'usage est plutôt le contrôle des contrats précaires, contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail temporaire, mais qui doit à terme intégrer de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière de ciblage des entreprises en matière du travail illégal. Nous avons également accès au portail partenaire de l'URSSAF qui nous permet... Si je peux permettre, parce qu'il y a encore trois intervenants. Peut-être insister sur le travail de coordination des différents acteurs. Il passe par l'animation interministérielle du plan national de lutte contre le travail illégal, dont on pourra partager avec vous les grands enjeux, priorités et actions déjà conduites. Cette coopération s'inscrit également, je l'ai évoqué, dans le cadre de l'animation territoriale via les CODAF, et puis dans le cadre de la capacité à agir en co-saisine avec les officiers de police judiciaire pour renforcer
la capacité d'agir rapidement et dans le cadre des pouvoirs propres d'enquête qui sont ceux de chacun des agents saisis. Le travail partenarial se fait également avec les branches professionnelles parce qu'il y a également un enjeu fort de prévention et de sensibilisation en matière de travail illégal. Et je l'indiquais, la coopération européenne a été une dimension fortement investie par la Direction générale du travail, mais pas uniquement, comme un lieu indispensable pour agir plus efficacement sur un certain nombre de situations de fraude transnationale. Sur les évolutions et les nouveaux défis en matière de travail légal sur lesquels nous pourrons revenir, l'émergence des plateformes avec la nécessité effectivement d'articuler et d'organiser un équilibre entre différents enjeux, le développement des plateformes qui peuvent donner des services nouveaux aux consommateurs, mais également nécessitent de bâtir une régulation sociale protectrice des travailleurs et de lutter contre le faux travail indépendant. Les fraudes en matière de détachement en France. La France est le 3e pays d'accueil en matière de travail détaché en Europe. Nous avons effectivement à trouver, là encore, un équilibre entre la libre prestation de services et des situations qui révèlent l'intervention d'entreprises n'ayant pas d'activité réelle dans leur pays d'origine ou qui ont une activité habituelle, stable et continue en France, en s'affranchissant des dispositions nationales applicables en matière d'emploi de salariés. Enfin, une autre priorité et un enjeu important est la mobilisation de l'action de l'inspection du travail en matière de lutte contre l'exploitation par le travail. Un défi auquel nous sommes collectivement confrontés est celui de la meilleure manière d'assurer la responsabilisation du maître d'ouvrage dans la chaîne de sous-traitance. Et ce sont des points sur lesquels nous travaillons aujourd'hui dans le cadre d'un pilotage organisé par la MICAF. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop longue, Monsieur le Président. Vous avez été complète. Donc, en tous les cas, c'est toujours un exercice un peu difficile de résumer l'action de tout un ministère dans une intervention de quelques minutes. Voilà, on continue avec l'URSSAF. Forcément l'autre acteur prépondérant en matière de lutte. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Comme vous le savez, l'URSSAF, elle joue un rôle clé dans notre système de protection sociale puisqu'elle collecte chaque année plus de 500 milliards d'euros de cotisations, de contributions qui sont ensuite reversées à 900 attributaires dans le champ de la protection sociale, bien évidemment, mais au-delà, je pense par exemple aux autorités organisatrices des mobilités dans l'ensemble des territoires. Nous avons un système déclaratif qui est basé sur la confiance, c'est-à-dire que chaque mois, les employeurs déclarent des cotisations en lien avec les salaires qu'ils ont versés à leurs salariés. Les travailleurs indépendants déclarent des revenus et au titre des revenus déclarés payent des cotisations. Les micro-entrepreneurs déclarent des montants de chiffre d'affaires. Nous avons un rôle clé dès le début, d'ailleurs, de la réception de ces déclarations pour les fiabiliser au mieux. Pourquoi ? Parce que ces déclarations, elles ont un lien direct avec la gestion des droits des personnes. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dans l'actualité avec la mise en place de la solidarité à la source, dans lequel l'URSSAF joue un rôle clé en matière de fiabilisation, mais on le voit aussi d'ailleurs dans la gestion de l'impôt sur le revenu, puisque les montants qui sont pré-remplis, de manière générale, l'ensemble du système autour du prélèvement à la source est basé sur les déclarations qui sont faites au départ via la déclaration sociale nominative. Mais donc, au-delà de cette mission de fiabilisation des données, bien évidemment, on ne peut pas tout vérifier, appréhender l'ensemble des situations en faisant de la fiabilisation des données contemporaines au moment des déclarations. L'URSSAF, elle a un rôle en matière de contrôle des cotisations sociales qui sont versées par l'ensemble des publics concernés, entreprises, travailleurs indépendants, principalement. À ce titre-là, l'URSSAF a deux grandes missions de contrôle.
Elle a des missions de contrôle d'assiette, le contrôle classique, c'est-à-dire que là, on est une mission de vérification, de bonne déclaration des cotisations. On est sur des entreprises qui sont présumées de bonne foi. Et dans ce cadre-là, les inspecteurs, ils ont un rôle de pédagogie, de conseil, parce que la législation en matière de cotisation sociale peut être assez complexe, vous le savez. Et dans ce type de contrôle, on met en avant le droit à l'erreur, l'accompagnement d'entreprise, à la mise en conformité. Et puis on a d'autres types d'actions qui rejoignent notre sujet du jour en matière de lutte contre le travail dissimulé. Donc là, évidemment, on n'est pas sur le droit à l'erreur, on est sur des situations dans lesquelles on peut démontrer, c'est tout l'enjeu, une intentionnalité dans le non-paiement des cotisations sociales qui sont dues. Je ne rappelle pas les enjeux financiers, Mme Plavor l'a bien rappelé au regard des missions de l'Observatoire du travail dissimulé. Je précise juste que l'Observatoire du travail dissimulé s'appuie principalement sur les contrôles qui sont réalisés par l'URSSAF, puisque depuis une vingtaine d'années, nous effectuons des contrôles aléatoires dans toute une série de secteurs, et c'est sur la base de ces contrôles aléatoires, donc d'un échantillon représentatif des situations dans l'ensemble des secteurs d'activité, qu'on réalise chaque année des évaluations, et que ces évaluations sont actualisées chaque année. J'en viens plus spécifiquement aux missions de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Ça a été évoqué, la lutte contre le travail illégal, c'est un ensemble d'infractions. Le travail dissimulé est celle qui est la plus, on va dire, réprimée, puisqu'elle touche à la fois la dissimulation d'activité, la dissimulation d'emploi salarié. Et d'ailleurs, l'URSSAF n'est compétente que sur cette infraction. Nous n'avons pas de compétences, les inspecteurs n'ont pas de compétences sur l'emploi d'étrangers sans titre ou sur le prêt illicite de main-d'œuvre, qui sont d'autres infractions du travail illégal. Compétences limitées, mais compétences quand même importantes compte tenu des enjeux, mais avec la particularité que notre champ d'intervention, notre champ d'action, il est à la fois sur la dimension pénale et la dimension civile. Il est sur la dimension pénale parce que nos inspecteurs, ils vont dresser des procès-verbaux d'infraction qui vont être adressés au procureur de la République et qui pourront donner lieu à l'engagement d'enquête. Je pense que Gérald Montul aura l'occasion d'évoquer ces sujets. Mais ils ont aussi une dimension civile au sens où l'enjeu particulier que l'on poursuit dans le cadre de ces contrôles, c'est d'établir le préjudice pour la sécurité sociale et de redresser les cotisations éludées. Évoquons d'ailleurs plus particulièrement ce sujet, peut-être pour évoquer le fait que derrière un redressement, il y a des cotisations qui auraient dû être déclarées par les entreprises et les travailleurs indépendants, mais il y a aussi des sanctions. Et on peut, je crois, dire que l'arsenal de sanctions a été considérablement renforcé au cours des 10-15 dernières années, notamment par le biais des lois de financement de la sécurité sociale, puisqu'à ces redressements s'ajoutent des majorations de redressement, mais également la remise en cause des exonérations de cotisations de sécurité sociale dont ont pu bénéficier les entreprises qui ont ensuite été verbalisées. Les enjeux financiers, ils sont importants en termes d'évaluation, mais ils sont aussi très importants en matière de redressement. En 2024, l'URSSAF a réalisé un peu plus de 34 000 contrôles dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Parmi ces contrôles, vous avez des contrôles, on va dire, préventifs, les contrôles aléatoires que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a des enjeux, derrière ces contrôles préventifs, il y a des enjeux aussi de visibilité du contrôle. C'est très important, cette visibilité du contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une grande majorité des entreprises qui respectent les règles. Et c'est très important vis-à-vis de ces entreprises travailleurs indépendants qui respectent les règles, montrer qu'il y a une présence de l'URSSAF vis-à-vis de ceux qui ne les respectent pas, ou en tout cas de vigilance de manière générale sur le sujet. Mais de plus en plus, la part majeure d'activités que nous avons, elles sont sur des contrôles ciblés. Des contrôles ciblés, ça veut dire qu'on a forte présomption
de travail dissimulé quand on va engager un contrôle dans une entreprise. Et c'est dans le cadre de ces contrôles ciblés qu'en 2024, nous avons redressé, enfin l'ensemble des URSSAF ont redressé près de 1,6 milliard d'euros de cotisations. Précisons que c'est un chiffre qui est en très forte augmentation par rapport aux années précédentes. On était à 800 millions en 2022, 1,2 milliard en 2023, donc vous voyez doublement en 2 ans. Et on a d'ailleurs l'objectif sur la période 2023-2027 d'un redressement de 5,5 milliards d'euros. Quand nous avons l'objectif, c'est Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, fixer cet objectif un peu supérieur à celui qui était fixé au départ dans notre convention d'objectifs et de gestion, qui était à hauteur de 5 milliards d'euros. Sur ce milliard 6, vous avez en gros 1,1 milliard, ce sont les cotisations éludées, donc qui n'ont pas été déclarées, et environ 500 millions, les sanctions que j'évoquais tout à l'heure en termes de majoration de redressement ou de remise en cause d'annulation des exonérations. La lutte contre le travail dissimulé, et notamment les contrôles ciblés que j'évoque, sont essentiellement pris en charge par des inspecteurs qui sont spécialisés. C'est-à-dire que nos inspecteurs, ils sont généralement soit sur des missions de contrôle d'assiette, soit sur des missions de contrôle travail dissimulé. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des contrôles très spécifiques, parce qu'ils mixent l'approche pénale, l'approche civile, je l'évoquais, aussi parce que les conditions d'intervention sur le terrain sont très très différentes, comme vous pouvez l'imaginer, d'ailleurs beaucoup en lien avec nos partenaires. Je crois pouvoir dire aussi que certains contrôles seraient difficilement faisables pour nous si nous ne pouvions pas compter sur l'appui de forces de police et de gendarmerie pour pouvoir mener ces opérations sur le terrain. On a aussi d'ailleurs un partenariat très actif avec l'inspection du travail, ça a été évoqué. On a un gros enjeu autour du ciblage des situations. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup investi sur la gestion des données, la mobilisation des données, sur des techniques d'intelligence artificielle, sur le recours à ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire la capacité à mobiliser avec des algorithmes très sophistiqués l'ensemble des données dont nous disposons pour pouvoir cibler des contrôles. Et puis, c'est aussi des moyens d'investigation qui sont spécifiques, notamment en termes de droits de communication auprès des tiers, droits de communication vis-à-vis des banques, notamment, qui sont utilisés. Je ne vais pas évoquer là, parce que je n'ai pas le temps de cette introduction, l'ensemble des schémas frauduleux, des montages juridiques auxquels nous avons affaire. Ça a été évoqué notamment sur la problématique du contrôle de la mobilité internationale, qui est un enjeu assez majeur au regard des fraudes au détachement et à la pluriactivité. Peut-être un mot pour finir sur les enjeux du recouvrement, parce que on a un très bon résultat en matière de redressement, mais le recouvrement des sommes est extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile, pourquoi ? Parce que la majeure partie des fraudeurs organisent leur insolvabilité. Il n'est pas rare que des entreprises disparaissent pendant les contrôles, soient liquidées avant même la fin des opérations de contrôle. Et donc, je dirais que les moyens de recouvrement traditionnels, qui sont ceux de l'URSSAF, accorder des délais de paiement, agir en matière de recouvrement forcé, en faisant des saisies sur les comptes bancaires, etc., sont très souvent inopérants. Et donc, on a l'enjeu de pouvoir développer des moyens de recouvrement adaptés à ce type de situation. On dispose de quelques moyens d'action. On a par exemple le recours à la solidarité financière qui peut être mobilisé, mais dans des situations où le donneur d'ordre, qui n'aurait pas été vigilant, est lui-même solvable, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'organisation de chaînes de sous-traitance avec toute une série d'acteurs plus ou moins réels permet souvent aux fraudeurs d'échapper à la mise en recouvrement des cotisations éludées. On a une
possibilité aussi de saisie conservatoire des sommes dans le cadre d'actifs, dans le cadre de contrôle. Mais, disons-le, c'est souvent par la voie pénale qu'on peut disposer des moyens d'investigation et de saisie les plus importants, en tout cas dans ce qu'on appelle, nous, les fraudes à enjeu. Et c'est pour nous un enjeu majeur de renforcer notre coopération avec les juridictions, avec les offices spécialisés, notamment l'OCLTI, avec Tracfin aussi, avec lesquels on a un partenariat très actif. Et on pourra peut-être y revenir dans le cadre de nos échanges, mais l'enjeu du recouvrement des cotisations liées au travail dissimulé est sans doute un des enjeux les plus prégnants pour progresser encore en matière d'efficience, d'efficacité de la lutte. Merci beaucoup. Alors, pour faire le lien avec vos propos, hein, donc à un moment donné, on a besoin de moyens d'investigation, et puis en même temps, il faut appréhender. Voilà, mon général, je vous laisse compléter l'intervention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, l'OCLTI fête cette année ses 20 ans. Il avait d'ailleurs été inauguré à l'époque par Monsieur Larcher. Cet office, donc qui a 20 ans, comme son nom l'indique, est en charge pour mission la lutte contre le travail illégal, mais également la lutte contre la fraude aux prestations sociales et la lutte contre l'exploitation par le travail. Comme tous les offices centraux, nous combinons des missions très opérationnelles. Nous coordonnons les enquêtes sur l'ensemble du territoire national. Nous apportons une assistance à l'ensemble des services qui concourent à la lutte contre le travail illégal. Nous conduisons les enquêtes les plus complexes et nous faisons aussi du renseignement, notamment quand on a affaire à des réseaux criminels. À cela se combinent des missions plus stratégiques, d'évaluation de la menace, de formation, comme tous les offices centraux. Pour conduire ces missions, nous sommes 37 militaires de la gendarmerie, une policière, et nous bénéficions de la mise à disposition d'un inspecteur du travail, d'un directeur adjoint du travail et d'un inspecteur de l'URSSAF. Alors, pour compenser la relative modestie de nos effectifs, en 2013, nous avons créé une chaîne fonctionnelle qu'on a baptisée ETIF, pour exploitation par le travail, travail illégal, fraude sociale, qui est composée de policiers et gendarmes que nous avons formés. Donc ça fait à peu près 2307 personnels formés qui irriguent les territoires, qui sont capables de procéder à des contrôles simples et de conduire des enquêtes simples. Il y a parmi eux 160 policiers. Et puis la gendarmerie a décidé, dans les territoires les plus exposés, de créer des cellules départementales qu'on a appelées les CELTIF, cellules de lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et l'exploitation par le travail. Il y en a aujourd'hui 39. Il y en a une qui vient d'être créée dans le Nord. En 2024, donc les services de police et de gendarmerie ont constaté 12 899 faits de travail illégal qui ont donné lieu à des enquêtes pénales. L'essentiel, comme ça a été dit, étant le travail dissimulé. Ensuite, l'emploi d'étrangers sans titre. Donc, travail dissimulé, à peu près 9 200 faits. Emploi d'étrangers sans titre, plus de 3 500 faits. Et le prix illicite de main-d'œuvre et le marchandage, c'est extrêmement minoritaire. Alors, l'image des mises en cause traditionnelles, c'est bien sûr l'entreprise qui va contourner la règle ou violer la règle pour dégager davantage de marge et éventuellement générer de la concurrence déloyale. Nous observons toujours des fraudes liées à la mise à disposition de travailleurs, d'une manière générale. Alors on a eu toute la vague des plateformes numériques avec des auto-entrepreneurs qui étaient en fait des salariés. Nous avons des entreprises de travail temporaire qui, pour réduire la part du salaire, donc où des cotisations sociales peuvent être exigées, vont donner une partie du salaire sous forme d'indemnité, par exemple d'indemnité de grands déplacements auxquels ils n'ont pas droit, etc., etc. On a aussi des cas de travail illégal qui sont liés à l'immigration clandestine. Donc il y a évidemment
ce qu'on appelle les filières de maintien, toutes les infractions d'emploi d'étrangers sans titre, qui est une infraction de travail illégal, mais également, par exemple, le contournement de la plateforme de main-d'œuvre étrangère, où vous allez recruter, on a facilité le recrutement de main-d'œuvre à l'étranger pour aller travailler dans des métiers sous tension, où nous avons du travail dissimulé à l'arrivée sur le territoire français, mais également en raison de la vulnérabilité des travailleurs, qui sont souvent sans papier, ce qui n'est pas le cas sur la PFME, mais qui sont souvent en situation de vulnérabilité, eh bien, des cas d'exploitation par le travail. Bon. On évoque souvent les entreprises, mais je voudrais profiter de l'occasion pour souligner également le lien qu'il peut y avoir entre le travail illégal et la criminalité organisée. Parce que c'est finalement quand même la vocation originelle des offices centraux. On peut dire aujourd'hui que le travail illégal parfois permet de blanchir des activités criminelles, de financer des activités criminelles, et qui peut être utilisé, parce qu'on a un arsenal législatif assez solide, pour s'attaquer à la criminalité organisée. Alors par exemple, comment le travail illégal peut-il permettre de blanchir les activités criminelles? Ça touche souvent à la circulation des espèces. Vous êtes un gros trafiquant de drogue, vous écoulez de l'héroïne sur la place de Paris. Votre héroïne, en la vendant, vous allez récupérer des espèces. Ces espèces, vous allez aller voir un banquier informel, et moyennement une commission qui peut s'élever à peu près à 2%, vous allez lui remettre vos espèces et lui va vous bancariser l'argent. Mais ce banquier informel, lui, va revendre ces espèces avec une commission qui peut aller jusqu'à 15%. Dans le jargon, on dit faire la décaisse. Et il va la revendre parfois à des entreprises qui ne veulent pas déclarer une partie des heures supplémentaires et donc qui vont payer ces heures supplémentaires en espèces. Donc, ces entreprises qui ont pignon sur rue vont blanchir l'argent du trafic de stupéfiants, par exemple. Mais un banquier informel, c'est quoi un banquier informel? Alors, c'est un criminel, voilà, qui rachète des espèces, qui revend des espèces. Ah non, c'est pas un vrai banquier. Non, non. Non, non, c'est pas un vrai banquier. C'est un criminel, voilà. Bon, je ne crois pas que... Ou alors, il faut me donner la banque, parce que... on va aller les voir. Bon. Ça permet aussi de blanchir, donc de financer, pardon, la criminalité organisée. Par exemple, vous avez un atelier de confection textile au nord de Paris, mais il y a une partie de votre activité que vous ne voulez pas déclarer. Et donc, ça va générer des espèces. Ces espèces, par exemple, vous allez les donner à des réseaux d'escrocs qui pratiquent la fraude aux prestations sociales, qui détournent, par exemple, l'argent de l'assurance maladie, mais qui ont tout un système de comptes bancaires, d'entreprises pour bancariser, si je puis dire, à l'étranger, cet argent qui a été détourné. Mais ces escrocs, eux, ils ont besoin d'espèces pour payer notamment leurs complices. Quand, par exemple, les médecins qui délivrent sur ordre des ordonnances sur des prestations auxquelles les patients n'ont pas droit. Bon, eh bien, donc, ils vont aller chercher ces espèces auprès de la personne qui fait le travail dissimulé, et en compensation, ils vont aller régler les factures de livraison de textiles en Chine. Voilà, c'est un exemple. Enfin, je crois qu'on peut aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, utiliser les outils législatifs qui sont à notre disposition pour s'attaquer à la criminalité organisée. Par exemple, vous avez un salon de massage dont vous savez qu'il appartient à un réseau criminel et que potentiellement on peut y pratiquer l'exploitation sexuelle. Mais vous n'arrivez pas à le prouver. En revanche, vous pouvez récupérer assez d'éléments pour provoquer un contrôle CODAF au titre du travail dissimulé. Et là, une fois que vous êtes à l'intérieur de ce salon, soit vous observez de manière flagrante des infractions pénales liées à l'exploitation sexuelle, et vous appelez les services compétents, soit vous n'arrivez pas à le démontrer, mais vous arrivez à retenir assez d'éléments motivant le travail dissimulé pour provoquer une fermeture administrative de l'établissement. Vous avez entravé l'organisation criminelle en utilisant l'outil du travail légal. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Alors, ce qui est, par rapport à d'autres contentieux, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a vraiment une dynamique, comme ça a été dit, interservice dans la lutte contre le travail illégal, que ce soit au niveau des contrôles CODAF,
mais également, comme ça a été dit, grâce à un article du Code de procédure pénale que beaucoup de pays nous envient, qui est l'article 28, nous pouvons procéder à des enquêtes judiciaires en co-saisine avec l'URSSAF et en co-saisine avec l'inspection du travail. C'est extrêmement utile, notamment pour une raison simple, c'est que conduire une enquête judiciaire, c'est lutter contre le temps. Il faut aller vite. Et cet article 28 vous permet d'aller beaucoup plus vite que le processus habituel qui consiste à attendre un article 40, etc. etc. Parce qu'à l'audience, si vous passez à l'audience 5-6 ans après les faits, vous n'avez pas le même résultat que si vous y passez 1 an ou 2 ans après. Je termine pour conclure en disant que peut-être, si on a un axe d'effort, c'est peut-être sur le volet de la dissuasion. Si on considère le nombre de Français aujourd'hui encore qui recourent au travail dissimulé de proximité ou les chefs d'entreprise qu'on place en garde à vue et dont on observe qu'ils ont déjà été connus pour des faits similaires dans le passé, il faut peut-être qu'on travaille davantage sur la dissuasion. Alors il y a une peine complémentaire qui est extrêmement intéressante, qui est la peine complémentaire de publicité, mais je trouve qu'on en a restreint tellement l'exercice qu'on l'a rendue presque inopérante. Par curiosité, hier, je suis allé voir le site internet où vous avez donc l'ensemble des personnes morales et physiques qui ont été condamnées définitivement pour du travail dissimulé. On avait 82 personnes physiques, 32 personnes morales. L'an dernier, alors ce sont les personnes mises en cause, mais on avait plus de 13 400 personnes mises en cause pour du travail illégal. Attention, mise en cause ne veut pas dire condamné définitivement. Mais je crois qu'on a un effort à faire pour peut-être faciliter la publicité de ces condamnations. Et ça a déjà été évoqué pour dissuader les maîtres d'ouvrage, notamment sur la sous-traitance en cascade. Parce que la sous-traitance, aujourd'hui, vous avez des entreprises connues, honorables, qui vont sous-traiter à un premier sous-traitant, qui lui-même va sous-traiter, etc. L'obligation de vigilance s'applique au N-1, si vous voulez. Mais en fait, quand vous organisez une chaîne de sous-traitance, vous organisez votre irresponsabilité et en bout de chaîne, vous pouvez avoir des gens qui sont non déclarés, voire exploités. Donc nous avons fait des propositions, j'espère qu'on va pouvoir les pousser à nouveau pour limiter, tout en respectant la liberté d'entreprendre, la sous-traitance en cascade et permettre d'engager des poursuites pénales auprès du maître d'ouvrage qui a délibérément organisé cette chaîne de sous-traitance. Merci. Très bien, très bien. Avec tous ces éléments, tout le monde va se tenir à carreau. Allez. Bien, on va rentrer dans les échanges. Je donne d'abord la parole à Frédérique Puissat. Oui, merci Monsieur le Président et merci à tous les intervenants qui ont effectivement eu des interventions complémentaires. 3 questions. La première question qui concerne effectivement le plan national de lutte contre le travail illégal que vous avez tous évoqué. Et en l'occurrence, vous avez évoqué, Madame Lavore, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, l'action des organisations syndicales et des organisations patronales qui ont été appelées effectivement à être actifs dans le cadre de ce plan. Alors vous n'avez pas détaillé, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps, le nombre d'actions peut-être qui ont pu avoir lieu émanant des mesures partenariales. Est-ce que ça a été effectivement efficace? Est-ce qu'il y a eu des conventions qui permettaient effectivement d'engager les uns les autres dans ce cadre-là? Et effectivement, pour quel bilan peut-être par secteur d'activité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, alors, même si on a bien compris qu'il y avait effectivement, et c'est normal, vous concentriez votre action sur les secteurs qui sont le plus enclins au travail illégal et en la matière, effectivement, le BTP sont effectivement les pointés de façon un peu singulière, mais le BTP, l'hôtellerie sont des grands acteurs. On a quand même un enjeu, même s'il y a moins d'acteurs, sur l'ubérisation de la société. Vous avez pointé les plateformes les uns et les autres et les enjeux qu'il pouvait y avoir. Et notamment, et c'est un secteur sur lequel vous intervenez, les sous-traitances qu'il pouvait y avoir sur les plateformes et via notamment les micro-entrepreneurs. Alors, je sais qu'il y a eu un certain nombre d'opérations. Je suis iséroise et sur Grenoble, nous avons eu quelques-unes qui ont un peu défrayé la chronique sur un autre sujet, mais en tout cas sur ces plateformes. Moi, je suis assez
assez adepte du fait de dire qu'il ne peut pas y avoir de sous-traitants sur les micro-entrepreneurs, et on peut effectivement l'intégrer dans le cadre d'enjeux législatifs, ou en tout cas le réguler. Mais comment est-ce que vous arrivez effectivement à contrôler ces plateformes, et notamment les sous-traitants qui donnent lieu effectivement, là vous parliez d'insolvabilité, monsieur de Lacherie, pardon. Là, je pense qu'effectivement, avec des travailleurs qui sont souvent des travailleurs qui n'ont pas de statut, c'est encore plus compliqué sur les plateformes. Et puis le dernier point, qui est peut-être un sujet un peu plus particulier, j'ai été interpellée, moi, par les TPE, et notamment la CPME, qui me dit qu'il verrait d'un bon œil la création d'un statut d'encadrant sur l'entraide familiale. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'est un statut qui existe dans le milieu agricole, qui consiste, dès lors qu'un agriculteur a quitté son exploitation, à ce que son fils ou sa fille, qui est effectivement à ce statut d'encadrant, puisse être sur l'exploitation et du coup ne soit pas considéré comme un travailleur illégal puisqu'il est dans un cadre familial. Et eux le verraient bien dans le cadre de la distribution. Pour faire court, je suis commerçant, je lâche mon entreprise parce que je vais boire un café dans le commerce d'à côté. Ma fille ou mon fils prend le relais à la caisse, je suis contrôlée, c'est un travail illégal, sauf si j'ai un statut particulier d'encadrant qui pourrait correspondre au TPE. Alors, j'avais interrogé la ministre là-dessus pour votre information, elle me dit que c'est déjà plus ou moins prévu, mais je voudrais avoir votre avis sur ce sujet-là. Merci, je donne la parole à Pascale Gruny. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame et Messieurs. Alors moi j'ai tout d'abord une question concernant les salariés étrangers qui ont été détachés au moins une fois pour travailler en France. Donc il y en a 220 000 en 2022. C'est un chiffre important, mais inférieur aux effectifs antérieurs à la crise sanitaire. Et la révision qui est intervenue en 2018 de la directive européenne sur les travailleurs détachés pourrait avoir joué un rôle dans cette régulation. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. S'agissant des fraudes au détachement intra-européen de travailleurs, quelle est la tendance observée ces dernières années ? Pouvez-vous nous indiquer si la révision de la directive a donné de meilleurs moyens juridiques de réprimer les contournements au droit social ? Et plus généralement, parvenons-nous à travailler de bon concert avec nos partenaires européens pour démanteler les montages frauduleux ? Et moi, je voudrais y ajouter une expérience personnelle professionnelle, un peu avant la crise sanitaire, où j'étais DRH et où un matin, je me suis aperçue que j'avais des Serbes dans l'entreprise. Voilà, je ne savais pas. Oui, c'est très intéressant. Et quand j'ai voulu avoir les documents, ça a été vraiment très, très compliqué. Moi, j'ai mis un temps fou. Et comme j'avais aussi ma casquette d'élu, je n'ai pas lâché. La gendarmerie m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'ai fait d'ailleurs revenir le président de cette société qui était en Italie parce que j'avais bloqué en fait les salariés serbes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment, vraiment très, très compliqué quand vous vous apercevez dans l'entreprise et l'aide que moi j'ai eue, je ne pense pas que tout le monde l'aurait eue. Et donc, je voudrais savoir comment c'est organisé. Même l'inspection du travail m'a aidé un petit peu, mais finalement, très vite, m'a laissé un peu seule face à ce mur administratif et d'entreprise bien organisée. De votre expérience, est-ce que vous pensez que le régime de sanctions administratives et pénales est adapté aux formes actuelles de travail illégal ? Est-ce que c'est assez dissuasif ? Est-ce que c'est facilement applicable, y compris pour les réseaux de fraude très, très organisés ? Et est-ce que vous avez, vous, des évolutions juridiques à préconiser ? Et est-ce que vous pensez, parce qu'on dit souvent que finalement le travail dissimulé est bien rémunérateur, parfois plus que d'autres formes de trafic, et qu'en fait les peines encourues dans le travail dissimulé sont finalement plus clémentes. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Et moi, j'ai bien entendu, Général, ce que vous avez dit. J'allais vous poser la question justement sur le blanchiment d'argent.
Moi, j'ai eu une discussion avec la préfète qui est arrivée il y a peu, justement parce que nous, on constate, alors moi, je vais dire, les barbiers, les kebabs. Moi, je suis dans une ville de 58 000 habitants. Moi, je ne sais pas, mais tout le monde doit aller manger au kebab matin, midi et soir et se faire couper les cheveux et la barbe dans ces commerces. Donc là, il y a effectivement un gros travail là, qui a été mis en place dans mon département, parce que je pense que tous les gros trafics, on va dire narcotrafic à Marseille, il y a du blanchiment d'argent derrière à faire et que c'est plus facile de venir dans nos petites villes. Donc merci pour le travail que vous faites. Je sais que ça demande aussi beaucoup d'effectifs que vous n'avez pas forcément et un travail aussi de coordination, bien sûr, avec l'ensemble. Merci. Très bien. Alors, je vais vous proposer de répondre de façon forcément, on n'a pas le choix, succincte, parce que voilà, et j'ai encore 6 sénateurs qui souhaitent intervenir derrière. Voilà, Madame, je vous laisse commencer, puis peut-être au fur et à mesure on complète les réponses. Oui, merci. On partage effectivement, et le général a rappelé, les enjeux de prévention et de sensibilisation du travail illégal. Donc c'est un axe important du plan national de lutte contre le travail illégal. Ça se traduit d'une part par la concentration des contrôles dans les secteurs les plus à risque, mais aussi par un travail avec les branches. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de secteurs d'activité avec lesquels des conventions partenariales ont été conclues. Ça peut être des conventions partenariales conclues au niveau local, régional de manière générale, ou au niveau national, avec le secteur notamment du bâtiment, dans le secteur du déménagement. Il y a une convention qui a été conclue au niveau national l'année dernière dans le secteur du spectacle, de la culture. On a un projet qui a été ajourné l'année dernière, mais qui n'est pas du tout abandonné, de conventions partenariales dans le secteur agricole. Et puis, on a des projets en cours avec le mannequinat, qui est aussi un secteur concerné par cet enjeu. Et un travail commun est en cours pour avancer sur le secteur de la sécurité privée, qui est déjà bien organisé, mais dans lequel on peut constater au fil des contrôles que des situations de travail illégal demeurent, et l'intérêt et la nécessité sans doute de travailler davantage avec ce secteur-là. Voilà pour répondre à cette première question. Sur le contrôle des plateformes et la nécessité ou les conditions dans lesquelles les manquements peuvent être caractérisés, c'est vraiment une question de cas par cas et de démonstration qui doit être établie des conditions réelles d'exercice de la prestation par l'intervenant, et de pouvoir caractériser le fait d'être dans un système organisé sous la direction et sous le contrôle d'un donneur d'ordre qui se comporte en réalité comme un employeur. Et dans ce cas, il peut être envisagé à la fois de caractériser le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, et le cas échéant, si la plateforme est l'intermédiaire, le fait d'avoir pris une part dans cette relation contractuelle. On peut aussi avoir des cas où la plateforme peut être considérée comme organisateur et en mettant à disposition dans des conditions illicites des travailleurs, et donc ces cas-là on relèvera plutôt le prêt illicite de main-d'œuvre. Peut-être à titre d'illustration, donner un repère dans le secteur médico-social, où, par courrier du 30 décembre 2021, les ministres de la Santé et du Travail ont été conduits à écrire aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour rappeler les conditions d'exercice des professions paramédicales, s'agissant en particulier de la profession d'aide-soignant, et en rappelant les risques de requalification en travail dissimulé dans le cas d'exercice de profession paramédicale
sous couvert d'un statut d'indépendant. Une plateforme qui était spécialisée dans ce domaine-là a souhaité l'abrogation de ce courrier, et une décision très récente du Conseil d'État a rejeté la demande d'abrogation de ce courrier par la plateforme. C'est une situation qui a fait l'objet de contrôle de la part de l'inspection du travail et de la part de l'URSSAF, avec des procédures pénales qui sont en cours et non encore jugées. Sur l'entraide familiale, peut-être que l'URSSAF veut répondre. Oui. Je vous laisse continuer. Alors, bon, sur l'entraide familiale, moi, je suis preneur des éléments de question plus précis qu'on pourra avoir en lien avec le ministère du Travail et de la Direction de la Sécurité sociale, le cas échéant. Pour revenir sur un point important que vous avez évoqué au début, sur le lien avec les organisations professionnelles. Pour nous, c'est un lien constant, parce que, comme vous le savez, les URSSAF sont des organismes paritaires. Et tant les organisations patronales que les organisations relatives des salariés font de ce sujet, et à raison, me semble-t-il, un enjeu très important. Et donc, on a très régulièrement des échanges nourris sur le sujet au sein de notre conseil d'administration, et c'est aussi très précieux pour nous d'avoir des représentants des principaux secteurs concernés, et qui sont très sensibles au sujet, parce qu'on revient sur la problématique de la concurrence déloyale qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le secteur du bâtiment, aujourd'hui, on a des acteurs institutionnels qui sont quand même très conscients, me semble-t-il, de l'ampleur du travail dissimulé et des conséquences que ça fait peser sur les entreprises qui respectent les règles du jeu. Donc je pense... Alors, on peut sans doute encore progresser dans la sensibilisation des différents secteurs. Je crois pouvoir dire quand même, pour les personnes avec lesquelles je suis en contact, qu'elle existe. On a évoqué le contrôle des plateformes. Alors, c'est un sujet vaste, parce qu'on a une grande multitude, une grande diversité de plateformes, et puis les constats quand même qu'on aurait fait il y a 5 ans sur cette économie-là, déjà beaucoup de choses ont changé depuis. On est sur des modèles qui s'adaptent beaucoup aussi dans le temps, ce qui rend compliqué aussi les choses par rapport à nos actions. C'est-à-dire que, on l'a dit, les contrôles, les enquêtes pénales qui peuvent être ensuite engagées sont des processus qui sont longs, parce qu'il y a beaucoup d'auditions à réaliser, beaucoup d'éléments, de preuves à apporter, etc. Et donc il y a un enjeu qui n'est pas simple, c'est que voilà, aujourd'hui on a des dossiers que j'évoquerai pas, mais parce que je suis couvert par le secret professionnel, mais qui sont liés à des faits qui sont maintenant relativement anciens parfois. Donc c'est une des difficultés. Après, oui, on a bon, j'ai envie de dire 2 grands types de situations en lien avec ce qu'évoquait Anouk Lavore, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle communément des plateformes de mise en relation. Plateforme de mise en relation, la question qui peut se poser en termes de travail dissimulé, c'est la situation dans laquelle la personne intervient, la situation de travail de la personne au final. C'est-à-dire que une entreprise qui fait appel à une plateforme, qui va recourir donc à un travailleur sur un statut de micro-entrepreneur, n'a pas toujours bien conscience que ce qui compte, entre guillemets, c'est la situation réelle de travail de la personne dans l'entreprise qui va passer par la plateforme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut caractériser ou pas dans un lien de subordination, est-ce qu'on a un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, voilà. Et donc c'est vrai qu'on observe, moi je trouve, encore un besoin de sensibiliser peut-être plus fortement les acteurs économiques dans un certain nombre de secteurs sur les risques qu'ils peuvent prendre, ou tout le moins sur l'attention qu'ils doivent avoir par rapport aux missions qui sont confiées à une personne et le cadre dans lequel cette personne exerce cette mission au sein de l'entreprise. Puis après, c'est vrai qu'on a des enjeux sur des plateformes qui se disent être des plateformes de mise en relation, mais qui, en réalité, jouent un rôle elles-mêmes
en termes de direction, de contrôle et de sanctions, en tout cas d'éléments qu'on peut relever et qui peuvent être peut-être plutôt considérés, pour ne prendre qu'un exemple, mais, comme des entreprises de livraison que dans des entreprises de mise en relation, parce qu'elles exerceraient une mission, un réel pouvoir de direction et de contrôle, notamment via les algorithmes qu'elles mobilisent vis-à-vis des travailleurs concernés. C'est un sujet très, très important, vous le savez. Un mot sur le contrôle de la mobilité internationale, mais pour bien peut-être mettre en avant le fait que ce qui n'est pas simple avec le droit européen, c'est qu'on a à la fois une dimension, on a une relative séparation, relative cloisonnement entre ce qui touche au droit européen du travail et ce qui touche au droit européen de la sécurité sociale. On a évoqué directive travail sur le travail détaché. On a plus de mal à avancer objectivement pour ce qui concerne le règlement de coordination de sécurité sociale. Or, c'est déterminant, parce qu'en fait, la question qui est en fait généralement posée derrière des problématiques de détachement ou de pluriactivité, c'est quelle législation de sécurité sociale est applicable. Est-ce que c'est celle du pays, comme on utilise souvent ce terme, d'envoi des salariés détachés, ou est l'entreprise qui va détacher ses travailleurs, ou est-ce que la législation applicable est celle du pays où s'exerce l'activité, ce qui est le principe général. Il faut toujours avoir en tête que le détachement, c'est une exception au principe général que la législation de sécurité sociale qui s'applique, c'est celle du pays dans lequel s'exerce l'activité. Ce dont on assiste, c'est plutôt un développement de la pluriactivité, c'est-à-dire avec une problématique de travailleurs qui exercent des activités dans plusieurs pays européens, avec la difficulté de déterminer dans quel des pays il va assurer l'essentiel de son activité. On assiste plutôt à un développement de la pluriactivité par rapport au détachement classique, et ça pose plein de questions en termes de contrôle et de capacité à contrôler. Parce que autant il y a eu des progrès, je crois dire, assez importants qui ont été faits au plan de la lutte contre la fraude fiscale, la mise en commun d'informations, les contraintes plus fortes qui reposent sur les banques et la capacité de mobiliser ces informations entre partenaires au niveau européen, autant on n'a pas du tout l'équivalent au niveau social aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, on a un dispositif qui permet, dans le champ fiscal, de partager des informations entre l'ensemble des États de l'Union européenne sur la TVA. Et donc, ce qui permet concrètement de savoir quelles sont les déclarations qui ont été faites dans chacun des pays européens. Avec nos collègues de la DGFiP, avec lesquels d'ailleurs on a une excellente coopération opérationnelle, on a demandé à l'ensemble des États européens s'ils étaient d'accord pour que ces informations sur la TVA, donc la TVA intracommunautaire, puissent être mobilisées dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Les textes européens prévoient qu'on doit demander cet accord. On a seulement aujourd'hui 2 pays sur 28 qui ont donné leur accord. Donc, vous voyez le chemin qui reste à parcourir pour améliorer les échanges d'informations au plan européen. Un mot peut-être pour finir sur les peines encourues. Alors, le ministère de la Justice n'est pas là peut-être pour répondre sur la vision qu'il peut avoir du sujet. Moi, nous, ce qu'on observe, c'est quand même, pour ce qui concerne les montants d'amende, au-delà des quantums maximaux d'amende, hein, c'est 45 000 € pour une personne physique, 225 000 € pour une personne morale. Les enjeux d'amende prononcées, c'est quelques milliers d'euros en général sur beaucoup de dossiers. Il y a des peines complémentaires quand même qui sont importantes, on l'a évoqué. Faut avoir en tête, nous, un montant moyen de redressement sur une entreprise employeur, c'est 400 000 €. Dans les 400 000 €, on doit avoir plus de 100 000 € de sanctions. Donc vous voyez que le poids des sanctions au plan civil est largement supérieur aujourd'hui aux amendes qui sont prononcées. Général. Peut-être rapidement à titre complémentaire, alors je ne connais pas l'état des propositions sur le statut d'entraide familiale dans le milieu agricole,
Je peux vous dire en revanche que d'une manière générale, dans les métiers sous tension qui peinent à trouver de la main-d'œuvre, je crois qu'il faut qu'on essaie de les aider. Dans le milieu agricole, on a un secteur qui est parfois en difficulté et, faute de trouver de la main-d'œuvre, ils vont parfois recourir à des intermédiaires qui vont leur proposer, qui sont des margoulins, qui vont leur proposer, par exemple, d'aller recruter, d'aller faciliter les démarches administratives pour recruter au Maroc, par exemple. Vous voyez ? Et donc au Maroc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dans le village, qui dit « bon, tu vas aller en France, ben, c'est 12 000 euros ». Voyez ? Et donc l'agriculteur, lui, qui est passé par cet intermédiaire, il peut se retrouver après en difficulté. Donc tout ce qui va concourir à faciliter le recrutement de main-d'œuvre, à faciliter, ça va concourir de manière, à titre de la prévention, à réduire le phénomène, je crois, de travail illégal et d'exploitation par le travail. S'agissant de la fraude au détachement, alors je dirais qu'on a des jurisprudences, la Cour de cassation qui nous aide là, au plan pénal. Ce qui est peut-être plus problématique, c'est au moment du contrôle. Vous avez beaucoup de travailleurs détachés qui vous présentent des documents d'identité portugais, d'autres pays de l'Union européenne. Et en fait, ce sont des travailleurs brésiliens qui sont en situation irrégulière. Mais au moment du contrôle, on n'a aucun moyen de vérifier l'état civil de la personne. On n'a déjà pas d'accès à l'état civil, au fichier de traitement des titres d'identité sécurisés en France. Vous voyez ? On ne peut pas vérifier si la personne qui vous présente le titre, la photo correspond à la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est valable déjà sur l'accès des OPJ au moment du contrôle, au moment de la vérification d'identité à l'état civil français, et c'est encore plus valable pour l'état civil portugais. Et là, on a, je crois, un vrai sujet de réflexion pour favoriser l'accès en temps réel aux états civils de l'Union européenne. Sur la question des sanctions, moi je crois vraiment que le régime de sanctions judiciaires, enfin pénales et administratives est assez sévère par rapport à d'autres pays. Alors évidemment, on ne va pas incarcérer un chef d'entreprise, il n'y a pas de violence, etc. Mais en revanche, on peut aller vraiment saisir des avoirs criminels. Nous, notre objectif, c'est saisir le plus d'argent possible aux gens qui ont violé la règle. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. S'agissant du blanchiment, madame, vous évoquiez les barbeurs. Alors parfois, parfois, il y a du travail dissimulé, mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est l'inverse du travail dissimulé. L'organisation criminelle va vous déclarer tout un tas de salariés qui n'existent pas. C'est pour justifier le paiement des salaires. C'est une forme de blanchiment. Là, en l'occurrence, on a une disposition légale qui est extrêmement utile, avec un renversement de la charge de la preuve depuis 2013 sur le blanchiment présumé, où vous n'êtes pas obligé de démontrer, alors je suis un peu technique, le lien avec l'infraction primaire. D'accord ? Il faut juste démontrer qu'il y a une offuscation, qu'il y a une volonté de cacher les mouvements d'argent. Ça suffit pour ouvrir une enquête judiciaire. Simplement, on ne s'est pas assez approprié cet outil. Donc, ça tombe bien, au mois de mai, on fait venir toutes les CELTIF à Paris, on va les former spécifiquement sur cette méthodologie pour davantage enquêter en blanchiment présumé sur le territoire français. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je donne la parole, je vais continuer, parce que je donne la parole à Elisabeth Doineau. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Messieurs. On sent que vous ne lâchez rien et nous avons beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vous et surtout de vos équipes qui sont sur le terrain parce que, en quelque sorte, vous participez à ce qu'il y ait moins de déficit et surtout une performance de la dépense, en l'occurrence récupération aussi de fraude. Donc merci et surtout continuez, ne lâchez rien parce qu'on est aussi les uns les autres très attentifs à ce que finalement les aides, les remboursements aillent à ceux qui en ont vraiment besoin et non pas à ceux qui fraudent. J'ai deux questions. Vous avez parlé du rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Madame, vous avez dit que la fraude au travail dissimulé, c'était à peu près, enfin vous l'avez dit en pourcentage, mais en termes de coûts, c'est 7 milliards d'euros. D'après ce qui est dit dans ce rapport. Est-ce que cette appréciation vous paraît juste et surtout, est-ce que
vous avez plus à dire que ce que vous nous en avez dit tout à l'heure. En réalité, quelle appréciation vous avez sur cette évaluation? Et puis ce rapport suggère aussi que plutôt que de chercher à détecter la fraude, c'est plutôt d'anticiper. Vous avez parlé de votre travail pendant les Jeux Olympiques. Moi, j'aimerais savoir si justement c'est plutôt l'option aujourd'hui, c'est d'anticiper. Et parce que ça permet de récupérer en tout cas plus de sommes, il me semble, ou en tout cas d'éviter que plus de sommes de fraude soient comment dirais-je, réalisées. Et donc, moi, je pense notamment aux entreprises éphémères. Est-ce qu'il y a une action particulière qui est faite? Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est du fait qu'elles sont éphémères, c'est qu'on n'arrive jamais à récupérer voilà, les fraudes. En fait, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci beaucoup. Parole à Monique Mulubin. Merci, Monsieur le Président. Non, mais moi, les questions que je souhaitais poser, elles l'ont déjà été. Ça concernait les auto-entrepreneurs et l'utilisation qui est faite par un certain nombre d'entreprises des auto-entrepreneurs. Je pense qu'il faut vraiment continuer à creuser et il faut informer, certes, les employeurs des risques qu'ils encourent, mais il faudrait aussi arriver à faire passer l'information auprès des auto-entrepreneurs, dont certains acceptent et même revendiquent le fait de travailler de cette façon-là, y compris au sein de certaines entreprises, et je pense ne mesurent pas tout à fait les dangers qu'ils encourent et bien évidemment les pertes sèches en termes de protection sociale qu'ils encourent également. Je voulais aussi, mais vous l'avez traité les uns et les autres, demander quelles étaient vos possibilités d'action auprès d'entreprises dont on sait qu'elles sont consommatrices de main-d'œuvre étrangère sans papier et l'exploitation effectivement par le travail. Et je voulais juste faire une conclusion, mais extrêmement personnelle et qui n'apporte pas de réponse, bien évidemment, c'est de dire que à un moment, bien sûr, où on sait que un certain nombre d'entreprises et de secteurs économiques ont besoin de main-d'œuvre et ne la trouvent pas en France, il me paraît quand même assez étonnant que cette main-d'œuvre étrangère qui souhaite venir travailler en France de manière légale rencontre de plus en plus de difficultés à obtenir les documents nécessaires. Tout cela ne fait qu'accroître de toute façon l'appel à la main-d'œuvre, on va dire, exploitable, taillable et corvéable à merci. Tout le monde le sait, mais on fait comme si on ne le savait pas. Ça, c'était pas une question. Alors, Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Donc, mon général, Monsieur le Directeur, Madame la Vice-présidente. Donc, tout d'abord, je voudrais féliciter le travail important réalisé par l'URSSAF et la gendarmerie pour trouver les fraudeurs, les sanctionner sur les cotisations. Le travail dissimulé, le travail illégal, criminel, 7 milliards d'euros, et l'URSSAF a récupéré 1,6 milliard. Et aussi, bien sûr, féliciter la gendarmerie pour la lutte contre le blanchiment. Et comme ça vient d'être dit par Elisabeth Doineau, on peut être reconnaissant pour toutes ces actions efficaces que vous avez réalisées et décrites. Mais parfois, le donneur d'ordre peut être imprudent, sûrement peut-être imprudent, n'est pas au courant du travail illégal dissimulé de son sous-traitant. En tout cas, j'ai un exemple dans le cadre de la forêt. Et ça peut entraîner finalement des conséquences où l'entreprise, la famille peut être broyée un peu sur le plan financier, psychologique et pénal, parce que en fait, il a été responsable légalement de son sous-traitant. Est-ce que dans ce cas, pour un donneur d'ordre honnête, peut être davantage protégé? Merci. Merci bien. Raymond de Poncet-Mange. Oui, merci Monsieur le Président et merci à vous pour cette action effectivement contre le travail illégal. Alors bien, j'interviens après, donc je n'ai plus de questions sur les auto-entrepreneurs. Monsieur le directeur de l'URSSAF a déjà répondu. Non, je voulais revenir effectivement comme Elisabeth Doineau, peut-être parce qu'on a une mission en ce moment, on est un peu focus.
Il y a des fraudes de cotisations sociales, effectivement, qui sont évaluées autour de plusieurs milliards, 7 milliards. Il y a ce que vous mettez au recouvrement. Donc, vous avez dit 800 millions, selon les années, 800 millions, 1,2 milliard, 1,6 milliard. Dedans, il y a à peu près 2 tiers qui vont aux cotisations, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est une part qui est toujours la même ou si elle progresse. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, moi, connaître sur la part des cotisations sur chacune des années que vous avez données. Mais je voudrais revenir sur, effectivement, sur les droits des salariés, parce qu'effectivement, il y a les deux parties dans une entreprise qui sont intéressées pour une concurrence, une juste concurrence pour les employeurs. Mais pour les salariés, effectivement, la question du recouvrement, d'une part qui est faible, on voit bien par rapport à la fraude, c'est de les rétablir dans leurs droits. Et donc, ce que je voulais savoir par rapport à ça, quand le recouvrement aboutit, eh bien, ma foi, les droits sont rétablis. Mais et je parle du recouvrement, de ceux que vous avez vus, mais qui ne vont pas être recouverts. Vous l'avez dit, il y a quand même une part aussi de recouvrement faible dans ce qui a été déterminé comme fraude. Donc 7 milliards, après 1,6 milliard, 1,1 milliard de cotisations et une partie qui semble assez faible quand même que vous allez arriver à recouvrir. Est-ce qu'il est pensé quand même, parce que cet enjeu quand même, et notamment des dissimulations d'activités, notamment les heures supplémentaires non payées, est-ce qu'il y a un système assurantiel? Est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'on pourrait penser à un système assurantiel tel, j'y arrive, l'AGS, pour une fois que c'est quand même bien constaté, mais pas recouvert, parce que les entreprises, vous l'avez dit, souvent organisent leur insolvabilité. Est-ce qu'on pourrait penser, un système assurantiel mutualisé quand même, pour que pas seulement ceux qui sont recouverts, les salariés aient leurs droits rétablis, ou éventuellement même une part des sanctions qui pourraient être affectées à ça. Bon, les sanctions, c'est bien, mais je crois que ce qui est prioritaire, c'est quand même de rétablir les salariés dans leurs droits. Merci beaucoup. Marie-Noël Schliemann. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, pour ces éclairages. Alors d'abord, je voudrais saluer le travail particulièrement probant que vous avez réalisé, avec une dynamique particulière des résultats ces dernières années. Alors, j'ai une question, sans remettre en question justement l'efficacité de vos travaux et de la coordination de vos services. J'avais appris que post-Covid, juste après 2020, il y avait eu une pause sur le recouvrement des cotisations sociales auprès d'un certain nombre d'entreprises, compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises. Donc, je voudrais savoir, et puis une reprise à partir de 2022-2023. Donc, je voudrais savoir, dans les résultats particulièrement favorables que vous avez décrits, ce qui relève de l'intensification et de la priorisation particulière, avec des moyens et une vraie volonté d'y aller en termes de recouvrement, de lutte contre le travail illégal et dissimulé notamment, et ce qui relève d'une reprise du recouvrement, avec la pause sur les délais de paiement qui ont été accordés par les entreprises en difficulté. Ça, c'est une première question. Ensuite, sur le data mining, qui est un vrai outil utile pour vous permettre sans doute d'avancer sur ces questions, je pense qu'il y a un certain nombre de situations comme le travail sans contrat de travail, sans virement bancaire. Et Madame, vous avez évoqué notamment la question de l'activité de mannequinat, toutes les activités itinérantes, qui peuvent être plus facilement, qui peuvent donner plus facilement l'occasion de l'éviction de ces cotisations sociales. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avancer sur une meilleure intégration et une meilleure coordination des systèmes des SIE entre les préfectures, les CAF, l'OFI, les URSSAF, pour permettre aussi de recouper plus facilement les données pour avancer encore davantage, notamment en ce qui concerne le mannequinat, pour avoir des résultats très concrets. Merci beaucoup. Il me reste encore deux. Solange Nadille.
Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Madame et Messieurs, pour vos premières interventions. Alors, moi, j'aimerais parler de l'outre-mer. Le phénomène du job est profondément inscrit dans les habitudes locales. On parle même de phénomène culturel. Moi, j'aimerais savoir comment vous appréhendez ce travail illégal. Surtout qu'il est répandu dans le BTP et le secteur hôtelier. Ma deuxième question sera sur la main-d'œuvre reste la variable d'ajustement puisque les matériaux sont ont un coût de plus en plus élevé. Comment on appréhende ce système dans les Outre-mer, puisqu'on parle de vie chère, donc il faut s'adapter à tout le monde. Enfin, face au vieillissement de la population, des populations ultramarines, les aidants familiaux, est-ce que vous avez une coopération avec les collectivités, et notamment la collectivité départementale, pour juguler un peu ce phénomène d'aidants familiaux non déclarés? Merci. Merci. Pour terminer, Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour votre présentation claire et vos réponses claires et précises, et surtout votre engagement pour ce sujet. Sans vouloir stigmatiser, mais c'est malheureusement d'actualité. D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui a été mis en place sur la situation des gens du voyage et leur comportement qui gêne de plus en plus de collectivités. Je voulais savoir quelle est leur situation ou leur statut de leur revenu en clair et si le travail dissimulé dans cette population est le même que la population générale ou si vous avez remarqué un point supérieur. Merci. Allez, je vous laisse répondre. Alors c'est pareil, on va essayer de tenir en un quart d'heure pour répondre à l'ensemble de ces questions. Madame, je vous laisse débuter. Alors, peut-être pour dire que je ne dispose pas d'éléments qui me permettent de commenter ou d'apprécier les chiffres de l'évaluation du phénomène du travail dissimulé tels qu'ils ont été présentés. C'est naturellement une estimation, mais je n'ai pas d'éléments complémentaires. Peut-être en revanche sur la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure de l'évolution du détachement de travailleurs. Il y a eu effectivement une pause après le Covid. En revanche, et même si les statistiques de la DARES ne sont pas encore sorties, les statistiques telles qu'on peut les extraire de notre système de déclaration de détachement pour les entreprises qui viennent prester en France montrent qu'en 2024 et par rapport à 2020, on est sur une hausse de 39% des déclarations de détachement. Donc c'est un phénomène qui reste important. On est autour de 280, 290 000 selon les années, travailleurs détachés distincts qui viennent effectivement en France dans le cadre d'une prestation de service sur notre territoire. Vous avez effectivement évoqué les enjeux de rétablissement des salariés dans leurs droits. J'ai pu le redire, c'est évidemment un des axes majeurs de l'intervention de l'inspection du travail au travers de son action en matière de prévention et de lutte contre le travail illégal. Ça passe notamment par l'attention qui est portée par nos services sur le paiement de la rémunération. Le paiement des salaires qui sont dus, c'est vrai pour les travailleurs détachés, c'est vrai pour les travailleurs non dissimulés ou occupés par une entreprise établie en France. On va travailler également sur les atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs et notamment les situations d'hébergement indigne. Et de ce point de vue-là, l'action des services conduit à organiser la fermeture d'hébergements indignes, à obtenir le relogement des travailleurs concernés et à organiser, bien entendu, les procédures pénales qui permettront d'engager la responsabilité des employeurs. De ce point de vue-là, la question a été posée de la coopération européenne et de son action. C'est un cadre de travail aujourd'hui essentiel parce qu'il permet de partager
autour d'une même situation et d'une activité d'entreprise, la capacité à vérifier si on est dans le cadre d'une réelle prestation de service en France ou dans une fraude au détachement. Et surtout, elle va aussi nous permettre de travailler sur la question du rétablissement des salariés dans leurs droits pour obtenir la vérification du paiement des heures au salaire dû en France. Elle va nous permettre également d'agir sur des situations qui sont courantes d'accidents du travail dont sont victimes les travailleurs détachés ou les plus vulnérables, et de garantir que dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'envoi, ils soient effectivement pris en compte. Sur les JO et la question de la capacité à éviter la fraude, c'est effectivement un axe majeur. C'est aussi pour ça que nous attachons du prix au travail avec les organisations professionnelles et avec les organisations syndicales. La capacité à sensibiliser les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, à l'impact d'une situation de travail légal, mais aussi à la responsabilité qui est la leur, et à appeler leur attention sur la vigilance et les obligations de vigilance qui sont les leurs, est un élément important permettant effectivement de lutter contre ce phénomène, mais aussi d'agir de manière efficace dans le cadre de la constatation d'une situation illégale, puisque le co-contractant interpellé par les services de contrôle sur la situation irrégulière de son co-contractant doit faire cesser la situation ou interrompre l'activité commerciale. Il pourrait sinon se faire reprocher le fait de recourir sciemment à une entreprise qui exerce du travail illégal. Donc ça, c'est un levier important pour nous et que nous avons en particulier mobilisé dans le cadre, par exemple, de la livraison de colis au dernier kilomètre. Vous savez que la vente en ligne a conduit à l'essor de la distribution de colis, et le dernier kilomètre de ces livraisons est une activité fortement concernée par l'emploi, le travail dissimulé le travail légal sous ses différentes formes. Et donc là, le fait d'agir en direction des plateformes qui sont à l'origine de ces développements et de rappeler leurs responsabilités nous a permis d'obtenir des évolutions intéressantes dans leur vigilance et dans l'attention qu'ils portent à la réalité des situations de ces salariés. Sur l'emploi d'étrangers sans titre de travail, c'est une des infractions de travail légal dans laquelle, là encore, l'inspection du travail est particulièrement attentive au rétablissement des salariés dans leurs droits. Ils doivent en particulier bénéficier des indemnités de rupture de leur contrat de travail. Ils peuvent, dans les situations où il est par ailleurs constaté, le cas échéant, une situation d'exploitation par le travail, une traite des êtres humains, excusez-moi, s'il porte plainte contre ces situations, pouvoir être protégé en obtenant un titre temporaire de séjour qui va nous permettre effectivement de pouvoir obtenir la mise à l'abri, et la protection de cette victime. Sur l'intégration et la coordination des systèmes d'information et des recoupements, c'est effectivement un enjeu sur lequel nous essayons de progresser entre les différents partenaires concernés au quotidien pour renforcer notre capacité de ciblage et de priorisation des actions. Des progrès significatifs ont pu être faits, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la DSN et puis avec les données en matière de déclaration de détachement.
on a encore certainement des marges de manœuvre. Aujourd'hui, c'est le partenariat et la capacité à échanger ensemble sur des situations qui doivent appeler notre vigilance, que nous pouvons avancer. On a évoqué tout à l'heure les plateformes de main-d'œuvre étrangère. Sur l'outre-mer, je dirais simplement et très rapidement que la priorité en matière de lutte contre le travail illégal est la même pour nos services et nos directions outre-mer, et elle passe par les mêmes vecteurs d'information, de sensibilisation auprès des secteurs les plus concernés et de contrôle sur le terrain. Je n'ai pas d'informations sur les statistiques particulières en matière de travail dissimulé sur la communauté des gens du voyage. On continue. Merci pour vos réponses. Alors je vais revenir peut-être sur les enjeux d'évaluation, parce qu'on est, comme je l'indiquais dans mon propos introductif, très directement concerné par le sujet, puisque c'est sur la base des contrôles évaluatoires qui sont réalisés par les URSSAF que nos statisticiens travaillent et ensuite partagent ces résultats au niveau de l'Observatoire du travail dissimulé, et donc du HFIPS. C'est très compliqué l'évaluation de la fraude, parce que l'évaluation de la fraude, en se basant sur des contrôles aléatoires, forcément, on ne peut prendre en compte que ce qu'un inspecteur, à un moment donné, un agent de contrôle, arrive à détecter comme information. Par définition, tout ce qui touche au travail partiellement dissimulé, des heures supplémentaires non déclarées, est plus difficile à détecter qu'une situation d'absence complète de déclaration d'un salarié. Et donc je crois pouvoir dire, parce que c'est partagé par, on va dire, aussi les sachants au plan statistique, etc., que les chiffres qui sont évoqués sont très probablement un minorant par rapport à la réalité, l'ampleur du travail dissimulé. En disant cela, je pense qu'il faut aussi avoir conscience du fait que la situation elle est très très hétérogène en fonction des secteurs d'activité, qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels quasiment pas de travail dissimulé. Et donc, bon, quand on évoque 1,5 à 2%, c'est une moyenne. On a des secteurs dans lesquels on évoquait BTP, hôtel, café, restaurant, dans lesquels on est sur des taux sensiblement plus élevés, et inversement des secteurs, secteurs administratifs, qui soient dans le champ privé ou public, dans lequel on n'a pas vraiment de problématique. Donc voilà, donc c'est une moyenne. Et on sait qu'on a encore à progresser sur le sujet. Par exemple, on va, pour la première fois, là, on fait de l'évaluation dans les départements d'outre-mer. On n'en faisait pas avant, donc forcément, c'est de nature à compléter notre dispositif, d'évaluation. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, peut-être au complément de ce qu'indiquait Annick Lavore, c'est ce qui touche aux droits des salariés. Peut-être pour bien préciser comment les choses se passent après un contrôle. Quand on est sur le contrôle d'une entreprise, une des difficultés, c'est de pouvoir identifier les salariés. Quand on est dans la lutte contre le travail dissimulé, bon, il y a des situations dans lesquelles on peut identifier les personnes, mais quand les personnes ne sont pas du tout déclarées, qu'on a des éléments d'identité d'état civil qui sont fournis, qui sont fiabilité très incertaine, on ne peut pas être en capacité de rétablir les droits des salariés dans ce type de situation. Donc, on a un enjeu d'identification des personnes, bien souvent. Quand on peut identifier les personnes et établir de manière précise les périodes pendant lesquelles ces personnes n'ont pas été déclarées ou ont été partiellement déclarées, on transmet à l'assurance vieillesse les éléments déclaratifs pour que les périodes travaillées soient bien prises en compte au niveau du compte carrière de l'intéressé, dans la perspective de leur future retraite. Et on le fait sur la base du déclaratif. Compte tenu des grandes difficultés de recouvrement des sommes, heureusement que les personnes, que leurs droits ne soient pas conditionnés au fait que leur entreprise
où l'entreprise qui les a employés sans les déclarer paye réellement les redressements, les cotisations dues. J'évoquais tout à l'heure les situations quand même malheureusement majoritaires de disparition des entreprises ou d'organisation d'insolvabilité qui rendent très difficile le recouvrement. Ça rejoint d'ailleurs une autre question qui était posée sur le poids des entreprises éphémères. Oui, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Pas focalisé sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais enfin bon, comme on y effectue plus de la moitié de nos redressements, c'est-à-dire sur le milliard 6, vous avez plus de la moitié des redressements sur le secteur du BTP, on voit particulièrement le sujet dans ce secteur-là. Oui, on a des entreprises qui se créent, qui disparaissent, les mêmes gérants qu'on va retrouver ailleurs, recréer d'autres entreprises. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est quand même très complexe, même si on a quelques moyens nouveaux qui ont été apportés dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes qui sont intéressants pour éviter les liquidations amiables abusives, pour nous permettre de faire opposition plus efficacement aux transmissions universelles de patrimoine. Donc il y a des choses intéressantes, vraiment positives, mais force est de constater que cette mécanique des entreprises éphémères, elle rend quand même très très difficile et le contrôle et a fortiori le recouvrement. Pour terminer, juste en précision complémentaire peut-être sur les problématiques de la période Covid. En effet, avec la crise sanitaire, on a été amené, mais ça c'est vis-à-vis de l'ensemble des entreprises qui ont subi les conséquences de la crise sanitaire, à leur permettre le report, le paiement de leurs cotisations, et qu'elles soient cotisations puissent être étalées dans des délais longs, etc. Ça, c'est une problématique de recouvrement qui a concerné beaucoup d'entreprises dans de nombreux secteurs. Pour ce qui concerne les actions de lutte contre le travail dissimulé, à part on va dire la période mars-mai 2020 qui, comme tout le monde, nous a beaucoup surpris par son intensité, où on a dû temporairement arrêter de faire les contrôles. Dès le mois de juin 2020, les contrôles ont repris parce que justement il y avait un enjeu, des risques importants autour de travail dissimulé dans cette période, et donc il y a eu des contrôles qui ont été effectués, comme il y a eu des contrôles aussi importants qui ont été effectués par rapport à des risques de fraude à l'activité partielle aussi sur cette époque. Donc non, il n'y a pas eu de pause de nos actions de contrôle en 2020-2021 pendant la crise sanitaire. En général, je vous laisse intervenir, vous aurez en plus le mot de la fin. Je vais aller à la hache, Monsieur le Président. Bon, sur l'évaluation de la fraude par le Haut Conseil au financement de la protection sociale, je crois qu'effectivement, il y a des méthodes. Je ne peux pas me prononcer en fait sur cette question puisque nous ne faisons pas partie de l'Observatoire du travail dissimulé. En revanche, je pense qu'il serait intéressant qu'on combine plusieurs approches entre ce qui est révélé par les contrôles aléatoires, ce qui est révélé par les enquêtes judiciaires. Donc nous allons demander au Haut Conseil de faire partie de cet observatoire. Sur les sociétés éphémères, c'est un problème effectivement majeur. On est en train d'essayer de le traiter avec les tribunaux de commerce. Ça, c'est du moyen terme. À court terme, on a déjà adapté nos stratégies d'enquête. Je parlais tout à l'heure du tempo de l'enquête. Il faut aller vite pour éviter d'arriver sur les auteurs une fois qu'ils ont disparu dans la nature. Donc on a complètement reconsidéré nos stratégies d'enquête parce que les fraudeurs ont intégré dans leur stratégie le temps de réaction de la puissance publique. Donc tant qu'on n'a pas compris qu'ils ont intégré ça dans leur stratégie, on arrive trop tard. Sur l'emploi d'étrangers sans titre, je passe. Sur le donneur d'ordre qui a été malheureusement mis en cause, je crois que vous soulignez là, monsieur le sénateur, un besoin peut-être de renforcer la prévention dans les territoires. Donc on va demander à notre vivier ETIF peut-être de davantage se rapprocher des collectivités territoriales, des employeurs, pour les sensibiliser aux risques encourus, puisque de toute évidence, il y a peut-être un effort à faire en termes de prévention pour éviter des situations désagréables, mais néanmoins illégales. S'agissant des Outre-mer, alors les Outre-mer sont effectivement
On le voit, nous, à l'OCLTI, des territoires exposés, très exposés au travail illégal. Il y a beaucoup de difficultés aussi par ailleurs avec le trafic de stupéfiants, ça dépend des Outre-mer. Donc les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, c'était les chiffres des infractions révélées par l'activité des services. Les Outre-mer aujourd'hui, ce sont 837 cas de travail illégal détectés. Mais je pense qu'on est en dessous de la réalité. Le directeur général de la gendarmerie en est bien conscient. On envisage peut-être de renforcer notre chaîne dans les Outre-mer pour mieux lutter contre le travail illégal dans ces territoires qui sont déjà confrontés à beaucoup de difficultés. S'agissant des gens du voyage, monsieur le sénateur, je suis incapable, d'ailleurs ça me serait strictement interdit, de vous dire s'il y a une surreprésentation statistique. Ce qu'on observe en revanche, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des cas, comme tous les Français, de travail illégal. On a avec des bitumeurs, avec des réfections de toiture, mais pas uniquement des gens du voyage français, mais également britanniques. On a des cas d'exploitation par le travail, par des gens du voyage bulgares ou roumains qui exploitent d'autres gens du voyage qui font venir en France, notamment dans les zones viticoles. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci. Un grand merci, madame, messieurs. C'était passionnant. Merci beaucoup. On a appris plein de choses en tous les cas. Merci.